Hello! Écoutez, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire découvrir 10 choses que tous les designers devraient connaître à propos des êtres humains. Et pour cela, je me base sur la Bible en matière de biais comportemental et c'est 100 choses que tous les designers devraient connaître à propos des êtres humains de Suzanne Wojcik. Suzanne Wojcik, c'est une psychologue comportementale américaine qui travaille dans le domaine du design et de l'expérience utilisateur depuis 1985. Et donc, vu que ce livre il y a 100 choses, je pense en faire une série par thème. Et donc le premier thème de cette vidéo, ça sera 10 choses à savoir sur la perception humaine et sur la manière dont les designers doivent s'adapter à cette perception humaine. Et la première chose que vous devez savoir en tant que designer, c'est que la vision périphérique est plus utilisée que la vision centrale pour comprendre ce que les gens voient. Donc la vision centrale, c'est là où vous regardez directement pour voir les détails. La vision périphérique, le reste du champ visuel, c'est des zones qui sont visibles mais que vous ne regardez pas directement. Et la vision périphérique, elle est plus importante que ce que les gens pensent pour comprendre le monde qui nous entoure. A priori, d'un point de vue évolutif, c'est les personnes qui ont une bonne vision périphérique qui ont survécu. Quoi ? Parce que potentiellement il y avait un danger dans les visions périphériques. Il y a des recherches qui ont été menées en 2009 par Dimitri Bale, donc qui est un chercheur en neurosciences. Il a mis des images effrayantes dans la vision centrale et dans la vision périphérique. Et il se rend compte que l'amygdale, donc l'amygdale c'est la partie émotionnelle du cerveau, elle réagit plus vite quand les images effrayantes sont dans la partie périphérique que la partie centrale. C'est l'affaire de millisecondes, elle réagit en 80 millisecondes dans la partie périphérique et je crois entre 90 et 140 millisecondes dans la partie centrale. Si vous concevez des sites web, vous devez prendre en compte que les gens utilisent à la fois leur vision périphérique et leur vision centrale. Bien que le milieu de l'écran soit important pour la vision centrale, il ne faut pas que vous négligez ce qui se trouve dans la vision périphérique des utilisateurs. Il faut que les informations en périphérie, elles communiquent clairement l'objectif de la page ou des informations que la personne consulte. Si vous avez des images de nature émotionnelle, il faut mieux les placer en périphérie, sur toute la page. Et si vous voulez que les utilisateurs se concentrent sur certaines parties de l'écran, ne mettez pas des choses en périphérie qui bougent, qui clignotent, ça va détourner leur regard. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que les gens identifient les objets grâce à des patterns, à des schémas répétitifs. La reconnaissance de schémas répétitifs vous aide à donner un sens rapide aux informations qui vous parviennent à chaque seconde. Vos yeux, votre cerveau, il a envie qu'il y ait des schémas répétitifs. Si par exemple ici je vous mets ces 8 cercles, vous avez envie qu'il y ait des patterns de 2 cercles. Alors potentiellement, il n'y a pas de logique derrière ça. Il y a des recherches qui suggèrent que pour identifier les objets, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on reconnaît des formes géométriques qu'on appelle des géons. C'est Irving Biederman, je sais pas si je prononce correctement son prénom, mais en tout cas, c'est un spécialiste de la vision américaine qui a proposé cette idée de géant en 1987. On pense qu'il existe, alors après j'ai vu plusieurs chiffres, j'ai vu 24, 36, mais disons, on pense qu'il existe moins de 36 formes de base que nous reconnaissons, et ces formes-là, elles forment les éléments constitutifs de tous les objets qu'on connaît. Donc si vous avez envie que des gens reconnaissent facilement un objet, vous devez faire en sorte qu'elles utilisent ces formes de base. Et là, je parle particulièrement des icônes. Vu que c'est des petits objets, il faut absolument que ça soit fait de manière ultra simple, parce que plus l'objet à reconnaître est petit, plus il est important d'utiliser des géants simples sans fioriture. La troisième chose à savoir, c'est qu'il y a une partie dédiée dans le cerveau pour la reconnaissance des visages. Est-ce que vous pouvez vous rappeler la dernière fois que vous avez rencontré quelqu'un que vous connaissiez dans la rue ? Ce moment où, parmi tous les visages, son visage ressort. A priori, c'est parce qu'il y a une partie du cerveau qui est en dehors du cortex visuel qui est dédiée à la reconnaissance des visages. C'est Nancy Kanwisher qui a identifié cette partie du cerveau qu'on appelle l'aire fusiforme des visages, et c'est une partie du cerveau qui est localisée près de l'amygdale, donc la partie émotionnelle. C'est pour ça que lorsqu'on regarde un visage, souvent ça nous procure une certaine émotion. D'ailleurs, si vous montrez des visages dans votre conception, sur une page, sur un écran, ça va immédiatement attirer l'attention et ça va transmettre des informations émotionnelles. Et si vous voulez justement créer cette émotion, vous pouvez mettre des visages de face, où on voit bien les yeux, parce que c'est grâce aux yeux qu'on connecte, et vous pouvez faire en sorte que le visage exprime l'émotion que vous souhaitez transmettre. Les personnes qui ont un trouble autistique, elles ne perçoivent pas les visages avec cette même aire. En fait, elles perçoivent les visages avec la partie classique du cerveau qui identifie les objets. La quatrième chose à savoir, c'est qu'on a aussi une partie dédiée dans le cerveau pour traiter les caractéristiques visuelles simples.
Ça, c'est des recherches qui ont été menées en 2019 qui montrent qu'il pourrait exister des neurones qui traitent deux caractéristiques à la fois, la couleur et l'orientation. Cela signifie que si vous souhaitez attirer l'attention visuelle, la meilleure façon de le faire est d'avoir un élément qui se distingue des autres. Faites en sorte qu'un objet soit d'une couleur différente ou qu'un objet ait une forme différente. Une erreur que les designers font parfois, c'est d'utiliser plusieurs de ces caractéristiques ensemble. Si sur une page ou dans une image vous avez plusieurs couleurs, formes et angles différents, il se peut que le cortex visuel mette plus de temps à traiter ces informations. Donc, on se rappelle dans le design que less is more, la plupart du temps, c'est mieux de faire des choses simples, et que dans une image ou une page, la chose qui sera d'une couleur différente ou d'une forme différente, ça va forcément être le premier truc qui va capter l'attention de l'utilisateur. La cinquième chose à savoir, c'est que les gens balayent l'écran des yeux en fonction de leur expérience et de leur attente. Où est-ce que vous allez regarder en premier lorsque vous êtes sur un écran? Où est-ce que vous allez regarder ensuite? Ça dépend déjà un peu de votre culture. Est-ce que vous lisez de droite à gauche ou de gauche à droite? Forcément, si vous lisez de gauche à droite, vous allez faire la même chose sur votre écran. Cependant, la plupart des gens ne commencent pas dans le coin supérieur. En fait, on s'est habitué à l'idée que certains éléments sur les écrans et les pages sont moins pertinents, par exemple les logos, les espaces vides, et donc notre vision centrale a la tendance à rechercher des informations pertinentes à environ 30% du bord et 30% du haut de l'écran. Et donc a priori, après ce premier regard, on a tendance à regarder l'écran un petit peu comme on regarde un livre ou quelque chose dans notre culture, donc de gauche à droite ou de droite à gauche. Aussi, on a un modèle mental de ce qu'on veut voir et de où on veut le voir. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui achète souvent des livres sur Amazon, vous savez que quand vous allez sur Amazon, vous allez utiliser le champ de recherche, et bien lorsque vous allez ouvrir Amazon, votre regard il va directement être porté vers cet endroit-là. Donc, il faut placer les informations les plus importantes sur lesquels vous voulez que les gens se concentrent à environ 30% du haut et 30% du bord gauche de la page de l'écran. Et ce que vous pouvez mettre dans les périphéries, c'est plutôt les menus de navigation par exemple. La sixième chose à savoir, c'est que lorsque les gens regardent un objet, ils y voient des indices qui leur disent quoi faire avec cet objet. Parfois, lorsque vous arrivez devant des portes, vous savez pas si vous devez pousser, tirer, vous poussez, en fait il faut tirer. En fait les objets ils nous communiquent comment on peut et comment on doit interagir avec eux. Si je prends une paire de ciseaux, je sais que je dois mettre mes doigts à travers les cercles et je peux bouger avec le pouce de haut en bas pour ouvrir et fermer. Si un objet vous donne des indices qui ne fonctionnent pas, ça va vous frustrer énormément. Exemple, est-ce que vous êtes déjà allé sur un site où vous cliquez sur un bouton et il se passe rien? Ces indices, c'est ce qu'on appelle des affordances. Affordance en français c'est un petit peu moche, en anglais ça a un peu plus de sens parce que ça vient du mot afford, qui veut dire offrir et être en mesure de faire quelque chose. Si vous voulez en savoir plus sur l'affordance, il y a le super livre de design, le design des objets du quotidien de Don Norman qui en parle beaucoup. Il dit que si vous voulez que les gens utilisent vos objets, vous devez leur faire vite comprendre d'un premier coup d'œil comment ils peuvent l'utiliser. Lorsque vous concevez un site web ou une application, il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur l'affordance des objets à l'écran. Par exemple, pourquoi est-ce que quelqu'un clique sur un bouton? C'est parce que le bouton, l'ombre du bouton, indique aux gens qu'il peut être enfoncé. Parce qu'en fait, c'est comme ça dans la vraie vie. Donc n'hésitez pas à donner des indices sur ce que les gens peuvent faire avec un objet sur votre site. Est-ce que vous allez augmenter la probabilité qu'ils l'utilisent de cette manière? La septième chose à savoir, c'est que les gens peuvent manquer des choses dans leur champ visuel. Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Si c'est pas le cas, je vous laisse aller la voir avant de continuer. Cette vidéo du gorille, c'est un exemple d'aveuglement par inattention. L'idée, c'est que les gens, ils peuvent rater des grands changements dans leur champ visuel. En 2010, Christopher Chabris et Daniel Simmons ont décrit des recherches qu'ils ont fait grâce à un équipement de suivi oculaire, donc qui se concentre sur la vision centrale. Et en fait, ils ont découvert que lorsque on regarde cette vidéo du gorille, notre vision centrale, elle voit le gorille. Et pourtant, il y a seulement 50% de la population qui est conscient de voir le gorille. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que si vous faites un changement sur une page, ne vous attendez pas à ce que tous les utilisateurs le voient. Et Suzanne Wencheck, elle nous dit d'ajouter autre chose, un bruit, une animation pour nous montrer qu'il y a quelque chose en plus. La huitième chose à savoir, c'est que les gens pensent que lorsqu'il y a des éléments à côté les uns des autres, ils vont ensemble. Si sur un site web vous avez deux éléments proches l'un de l'autre, les gens vont estimer qu'ils s'appartiennent. Ça s'appelle la loi de proximité. Et selon Suzanne Wencheck, cette loi de proximité est d'autant plus forte lorsque les éléments sont de gauche à droite. Dans une image, lorsqu'en fait on a la même distance entre les colonnes et entre les lignes, c'est compliqué pour nous de savoir en fait quel titre, quelles photos vont ensemble. Suzanne Wencheck, elle dit donc que la connexion gauche à droite elle est plus forte que celle de haut en bas. Personnellement, je trouve pas, mais bon. Elle s'est basée sur des études et moi sur mon ressenti. Donc. La neuvième chose à savoir, c'est que 9% des hommes et 1,5% des femmes sont daltoniens. Et si vous voulez un fun fact sur ça, je sais pas si c'est fun, mais en tout cas je vous le dis. Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes daltoniens? C'est parce que les gènes liés à la couleur ils se trouvent sur le chromosome X et que les hommes en ont un et les femmes en ont deux. Voilà. C'était fun?
Il existe plusieurs types de daltonisme, mais le plus courant c'est la difficulté à distinguer le rouge, le jaune et le vert, ça s'appelle le daltonisme rouge-vert. Il y a d'autres formes comme la difficulté à différencier le bleu du jaune, où il y en a vraiment un où c'est vraiment colorblind pour le coup, où tout paraît gris. Donc si sur votre plateforme, sur votre outil, sur votre site, app, qu'importe, vous utilisez un système de couleurs important, le mieux c'est qu'il soit doublé aussi avec un codage, par exemple des lignes épaisses ou quelque chose comme ça. Et aussi, il existe des sites qui permettent de vérifier comment vos images ou votre site web apparaîtront pour une personne daltonienne. Et si vous utilisez un système de couleurs, préférez des variations de jaune et de marron pour que ça soit inclusif. La 10e chose et la dernière chose à savoir, c'est que les couleurs ont une signification selon les cultures. Donc pour cela, par exemple, vous pouvez vous rendre sur ce genre de site qui va vous comparer les couleurs en fonction des pays. Si on prend l'Occident, l'Amérique versus le Japon. Prenons le paradis par exemple. Occident, Amérique, c'est le blanc. Et au Japon, ça va être le jaune. L'intelligence. En Occident, en Amérique, ça va être bleu. Et au Japon, ça va être gris. La matière grise, cela dit. Et aussi, on sait que les couleurs, elles influencent notre humeur. Ça a été beaucoup étudié par l'industrie de la restauration. Par exemple, le orange, c'est plutôt une couleur qui va agiter les gens, qui va les inciter à ne pas rester longtemps. Et ça peut être utile où ? Dans les fast-foods. Et donc, on peut voir chez Popeyes, chez Dunkin' Donuts, voilà, c'est des enseignes où c'est plutôt orange partout. A l'inverse, le marron, le bleu, c'est des couleurs qui vont plus apaiser et donc qui vont nous inciter à rester plus longtemps. Et ça, c'est des couleurs qu'on va mettre dans les bars. Mais ça ne marche que si vous êtes entouré de la couleur. Si vous le mettez sur un écran, ça va pas influencer vraiment la personne. Voilà, ça sert à rien de faire des écrans tout bleus pour que les gens restent longtemps sur votre écran. Écoutez, c'était tout pour ces 10 choses à savoir sur la manière dont les gens perçoivent. J'espère que c'était intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous saviez déjà, si vous avez appris des choses, s'il y a des choses potentiellement qui n'ont pas été dites aussi. Et pour la prochaine fois, on sera sur le thème de la lecture, donc sur ce que les designers doivent savoir sur la manière dont les gens lisent. Et c'est ultra intéressant aussi parce qu'on a souvent envie que les gens lisent certaines choses sur nos sites web, sur nos applications. Donc merci si vous êtes encore là. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner surtout. C'est ultra utile pour me permettre de savoir que je fais des choses qui sont utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous voulez voir sur le design. Et voilà, en tout cas, je vous dis merci et à la prochaine.